Bonjour, j'ai l'honneur d'être invité sur le plateau d'athlètes mondiaux. Je m'appelle Robert Kozeniowski. À mon époque d'être athlète de haut niveau, j'étais marcheur, quadruple champion olympique, triple champion mondial et double champion européen. J'ai eu ma licence dans un club français, c'est pourquoi je suis particulièrement lié à la France, dont je suis fier. Et actuellement, j'habite en Pologne, à Varsovie, et j'ai mon propre club d'athlètes. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes mondiaux. Je vous le dis chaque semaine, Athlètes mondiaux, c'est le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Et c'est particulièrement le cas cette semaine, car j'ai l'honneur de recevoir l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire de l'athlète. Un quadruple champion olympique, triple champion du monde et double champion d'Europe, le marcheur polonais Robert Korzeniowski. Robert a vécu en France, il était licencié au club de Tourcoing dans le Nord et il parle français couramment. Dans cet épisode, il nous parle de l'enfant qu'il était, à l'époque où les médecins lui avaient interdit de faire du sport, puis de sa première compétition à la marche, une catastrophe, c'est lui qui le dit, mais il évoque également les succès qui ont suivi jusqu'à devenir le meilleur du monde. Un épisode exceptionnel qui devrait vous plaire. Bonne écoute. Bonjour Robert, bienvenue sur le podcast. Bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde. Je suis très honorée de t'avoir sur le podcast et très contente que tu parles français parce que mon polonais est très très limité. Donc j'ai eu Martin Lewandowski, mais on a fait en anglais parce que mon polonais, j'avais appris une phrase, j'avais appris Witam cię w moim podcaście. Mais c'est génial déjà. Mais Non, c'est tout. Et dziękuję, c'est tout. c'est pas salut, bon, quelle prononciation, ça va. C'est un bon prof, Marcin Lewandowski. J'avais appris avant pour l'impressionner dans l'épisode. Ah d'accord. Le plus important, c'était qu'il comprenne et il a compris. Donc c'était objectif atteint, il a compris ce que j'ai dit. Mais je suis pas capable je parle pas polonais. Donc merci de parler français. Je prépare beaucoup mes interviews et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que même si tu es une légende de l'athlétisme, je sais pas si toi tu te vois comme ça, mais moi je te vois comme ça, le petit garçon que t'étais ne pouvait pas faire de sport, c'est ça? Oui et non. Oui et non. Bon, le fait de ne pas pouvoir faire du sport, c'est à peu près la même histoire que tous les héros des films d'action ou des comics. C'est des personnages qui se trouvent dans des situations sans issue, apparemment fatales, voilà, et ils sont exposés à l'épreuve. Et c'était l'une de mes épreuves. Et je pense que en étant interdit au sport quand j'étais à l'âge de 9, 10, jusqu'à 12 ans, j'ai forgé mon caractère. Mais ce qui était drôle, les médecins m'ont interdit de pratiquer le sport, même participer aux cours d'éducation physique. Mais personne m'a interdit de courir dans la cour, à faire tous les sports en étant un gosse totalement libéré, qui a grandi dans les années 70. À l'époque, le quartier, il était complètement ouvert. C'était une communauté, parce que j'ai grandi dans un environnement de cheminots. C'était une communauté des collègues du travail. Et leurs enfants, ils couraient, ils jouaient ensemble. On faisait du patinage sur glace, le patinage à roulettes, on faisait vélo course, on faisait trottinette, le foot évidemment, tout type de sport, tout en étant interdit au sport à l'école. Et pourquoi les médecins voulaient pas que tu fasses du sport à l'école? Et parce que j'étais gravement malade. C'était l'effet des angines consécutives. C'était une fièvre rhumatoïdale Ok. qui affectait les articulations. Et par la suite, ça se termine par une maladie à vie cardiaque. Ça affecte le muscle cardiaque aussi. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Premièrement, j'étais bien traité par le médecin, en quoi que la méthode elle était un peu euh, vieillard. C'était pénicilline tout simple, avec un type de pénicilline qui avait l'effet prolongé de 10 jours. Alors tous les 10 jours, j'avais une piqûre, j'avais mal à la jambe, c'était tellement douloureux qu'il était difficile d'aller à l'école et j'allais à pied. C'était environ 2 kilomètres à pied. Et la fièvre revenait. Bon, c'était une fièvre constante, bon, un état fiévreux, 37,5, 6. Mais les angines revenaient aussi. Hein. Bon, la plus haute température que j'ai connue, c'était presque 42 degrés. À 12 ans, c'était le comble. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et après, bon, miraculeusement, c'était aussi probablement un effet psychologique. J'ai changé de ville, j'ai changé de copains. Personne m'a connu en tant que malade. Et alors, je suis devenu un héros d'une nouvelle histoire. Et je ne sais pas si j'étais guéri médicalement ou psychologiquement, mais
Une fois que je me suis déplacé avec mes parents, on a déménagé à 120, 130 kilomètres vers le centre, vers le nord de Pologne. J'étais tout au coin à la frontière ukrainienne. Maintenant, tous les spots sont dirigés là parce que c'est un plat tournant durant la guerre. Mais je suis né à 20 kilomètres de la frontière ukrainienne. Mais j'ai pas changé de département, alors ça n'a pas changé grand-chose. Mais sauf que j'ai changé l'école, j'ai changé les copains et j'ai commencé à rêver être sportif, mais pas sportif dans le sens être champion qualifié dans une discipline comme l'athlète. Ok. J'ai rêvé de devenir un Bruce Lee, un maître de kung-fu. Après avoir regardé 5 fois dans la semaine, 5 fois consécutives, l'entrée de Dragon, je me suis dit, bon, Bruce Lee, c'est un bon gars, c'est un brave, c'est un modèle. Bon, il faut que je sois comme lui. Mhm. Mais c'était pas possible. C'était pas possible parce que maintenant, il y a des écoles des arts martiaux ou qui sortent des branches des Shaolin répandues dans l'Europe. C'est pas simple, mais on peut se connecter. Oui, on peut au moins frôler les grands. Maintenant, on m'a dit dans un centre, c'était un foyer qui dispatchait un peu les activités sportives dans la ville. Ça s'appelait PTDK, Polskie Towarzystwo Kultury. Non, TKKF, Towarzystwo Krzewienia. Ah, c'était la Société des propagations de la culture physique. Voilà. Parce que je cherchais le terme français, c'est des propagations. Alors, c'était même pas un centre d'entraînement, c'était quelque chose pour promouvoir l'activité physique. Alors, si vous promouvez l'activité physique, est-ce que vous avez au moins du karaté? Non. La réponse était non. Ok. Alors, j'étais déjà sur le point de tourner le dos, mais ils m'ont dit, écoutez, on a le judo. On a le judo et si vous voulez, vous pouvez pratiquer le judo dans une école agrale. C'était un complexe des écoles agrales. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais sauf que c'était l'époque de l'état de guerre en Pologne. Tous les clubs, ils étaient interdits. Alors, c'était aussi semi-légal. Les réunions de judo, c'était un peu dans le maquis. Et pendant toute l'année scolaire, on était fréquentés par les polices secrets. Oui, ils n'étaient pas en uniforme, ils étaient en manteau long noir, comme dans les films d'action, bon, Ok. Seconde Guerre mondiale. Bon, ils posaient toujours plein de questions. Qui fait quoi? Qui est d'où? Quelle rue? Quel quartier? Voilà. J'avais à peine 13 ans. Ah, je ne posais pas trop de questions. Mais une fois l'époque des vacances scolaires venue, on a fermé notre section. Ils ont carrément enlevé notre tatami, le déplacé ailleurs. Je ne l'ai jamais retrouvé de ma vie, hein. Et en plus, ils ont expulsé nos deux entraîneurs. Ils les ont interdit de communiquer avec nous. Alors, quand j'ai visité mon entraîneur, parce que je le retrouvais chez les sapeurs-pompiers, il ne voulait plus parler. Il m'a dit, écoute, sois patient, bon, la vie, elle est comme ça, il ne pouvait rien dire. Et c'est comme ça, bon, c'était au début de mon chemin de lycéen. Temporairement, je me suis inscrit pour l'athlète parce que l'athlète, ça me paraissait une discipline très polyvalente qui m'aurait donné la chance de me préserver pour future carrière de judoka, mais tout en faisant un peu course à pied, allant dans les gymnases. Pour moi, c'était la diversité. C'était pas vraiment le sport désiré, en quoi que, bon, je connaissais les grands de l'athlète, mais c'était les années juste après Moscou. Alors, on avait, je sais à quel point le monde était divisé à cette époque, mais nous, on avait notre champion à la perche, champion de steeple, grande championne Cheviska, qui a gagné sa dernière médaille d'argent à Moscou, mais quand même, c'était la grande époque d'athlète en Pologne. Alors, tenter sa chance dans l'athlète, c'était pas abstrait. Voilà. Sauf que je vivais dans un village, dans une petite ville de 50 000 habitants, qui n'avait pas vraiment de tradition dans de l'athlète. On faisait un peu de marche. Bon, les lycéens, ils participaient dans les compétitions en cross. C'était assez typique. C'était pas vraiment un grand orbe d'athlètes, non, du tout. On était vraiment un peu à la marge des grands mondes d'athlètes, hein, mais parfois dans le petit village, les désirs sont encore en temps grand. Et comment tu t'es retrouvé à te spécialiser dans la marche? Ah, c'était une histoire tout à fait naturelle parce que, quand je dis, et je maintiens toujours, je me suis inscrit pour devenir membre du club d'athlètes.
Je voulais faire de l'athlétisme sans avoir la spécialité parce que j'ignorais complètement mes capacités primaires. Et c'est mon entraîneur qui a découvert une résistance plus grande, endurance plus grande que la moyenne de ma population. Quoique la moyenne de ma population, ça aurait été maintenant la haute de gamme. Ouais. Parce que bon, les enfants courent beaucoup moins, sont moins actifs. Alors un gars qui courait facilement 1000 mètres à 2,50 ou 1500 mètres sur un piste cendrée à 5,15, 5,20, à cette époque, c'était rien d'extraordinaire, c'était juste un indice. Ouais. Voilà. Et il faut dire aussi que c'était une époque de la pénurie totale de l'équipement sportif. Quand je venais au cours de sport, j'avais ni survêtement ni chaussures de sport. J'avais une sorte de pantalon survêtement de début de collège, trop court, troué complètement, voilà, et j'avais un pull et des chaussures de tous les jours, un peu confortables, mais bon, c'était pas les chaussures de sport. À cette époque, rêver d'avoir les chaussures à pointe ou chaussures pour pratiquer la marche ou la course sur route, c'était inimaginable, vraiment inimaginable. Alors, j'arrivais au stade et à l'entraînement sur cette piste cendrée pour courir, pour faire quoi que ce soit, en pull, en pantalon qui était à la limite, à la moitié des mollets. Et j'ai tenté ma chance. Et j'étais trop heureux quand j'ai eu ma première chance et mon entraîneur, il m'a filé des points en cuir pour courir sur une piste cendrée et préparer 1500 mètres au niveau départemental. Ok. Et ça a pas mal marché, mais c'était le droit des coachs de dire après, bon, tu as bien couru, mais ça veut dire à l'échelle plus haute, tu vas faire la marche. Parce que si tu as réussi à faire la côte, tu vas faire 10 bornes de marche. Voilà. Mais coach, c'est coach, hein, on ne discute pas. Alors, il m'a envoyé à 130 km plus loin, dans une compétition interrégionale, où j'ai fait mes premiers 10 km marche de ma vie, marche sportive. Parce que, bon, faire la randonnée, hein, j'en faisais un peu plus, mais sportivement, 25 tours, c'est autre chose. C'était à Lublin, c'est aussi à la frontière ukrainienne, mais un peu plus vers le centre, à la hauteur de Varsovie. Et je fais un résultat qui n'est pas honteux jusqu'à aujourd'hui. Parce que partir du 0 à 56 minutes à l'âge de moins de 16 ans, c'était correct. Mais il faut que je te dise quel type de chaussures j'avais. Parce que les chaussures, c'était toujours un mythe. Avoir des chaussures. On rêvait de chaussures, mais parce que il faut que tu saches aussi que les chaussures à l'époque, elles étaient distribuées avec les coupons. Ok. On avait le droit à une paire de chaussures par an ou deux paires de tennis, mais tennis, pas de tennis qu'on connaît maintenant, mais tennis toile. Mhm. Voilà, des tennis vraiment de base, de jadis. Mais ce tennis de toile, elle était complètement bousillée au bout de 2 mois, mais ça durait pas. Alors j'ai eu la chance d'avoir une sorte de chaussure en cuir avec une semelle très épaisse, mais dans cette semelle qui était assez souple, il y avait, attention, une planche de bois à l'intérieur et cette semelle souple avec le haut de la chaussure, elle était réunie avec les clous. C'était des petits clous. Et la semelle intérieure, c'était un feutre fin, un demi-millimètre, presque invisible, hein, rien du tout, une feuille de papier. Voilà. Alors, à la première approche, je me suis dit, bon, les chaussures sont souples, ça va, je n'ai pas eu de chaussures. Bon, je prends ce que j'ai. Mais au 5e, 6e kilomètre, les clous commençaient à ressortir par les talons. Et j'ai fini la compétition, les chaussures plein sang et avec les clous dans le talon. Mais il y a quand même un lien avec cette histoire. Dans cette histoire, avec notre champion olympique polonais de Los Angeles, Janusz Kusociński, un vainqueur de 10 km, qui a couru ces 10 km avec les points qui entraient sur ses pieds. Il terminait sa compétition avec les pieds saignants. Et figure-toi que 8e kilomètre, j'avais la moindre idée d'être futur champion olympique. Je me disais, bon, il faut que je sois comme Kusociński. Il faut que je sois comme lui parce que bon, il a souffert avec ses points qui l'est blessé sur les pieds. Et moi, j'ai fini avec mes clous. Et avec cette compétition, je me suis qualifié pour le championnat de Pologne. Ok. Compétition nationale. Et je pense que c'est un chemin assez typique. Dans un sport, bon, un entraîneur nous qualifie. On a une qualification pour une compétition type de championnat
un peu coup de foudre. Voilà, c'était en quelques semaines du zéro, un gars qui venait en pull s'entraînait, qui n'avait pas de points, pas de chaussures. Bon, j'étais équipé, c'était pas encore équipement dont tu peux t'imaginer, mais c'était une sorte d'équipement sportif. Mais j'étais envoyé à Poznań, la capitale de Wielkopolska. C'est la ville à 160 km de Berlin, pour représenter mon département et pour représenter moi-même aux 10 km marche à Poznań. C'était une catastrophe totale. J'ai fini dernier, et l'avant-dernier m'a dépassé d'un tour parce que, tout en étant brave, j'avais pas de compétences, tout simplement. Je ne savais pas maîtriser ni la chaleur, et encore, parce que je voulais plus marcher avec ces chaussures-là, avec les clous. J'ai emprunté une autre paire de chaussures de mon pote. Elle était trop grosse, presque deux pointures. Et évidemment, elle ne résistait pas, c'est-à-dire, elle ne permettait pas de résister à la chaleur. Il faisait 35 degrés et je marchais sur une piste de tartan avec des chaussures trop grosses qui me brûlaient les pieds cette fois-ci. Et voilà, 64 minutes, dernière place. Et c'était mes débuts, mais c'était quand même une bonne leçon de comment se qualifier, comment aussi construire et découvrir confiance en soi. Mm. Parce qu'encore il y a 2 ans avant, j'étais toujours interdit au sport. Tu vois, je dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des opportunités. Alors, sans être intéressé à devenir un champion kung-fu, j'irai jamais dans ce foyer de propagation de sport pour devenir pour quelques mois judoka. Après, j'ai pas renoncé, j'étais pertinent et je voulais rester dans le sport, un sport quelconque. Et alors, j'ai décidé de rejoindre l'équipe d'athlètes. Et encore, je n'ai pas dit non à mon entraîneur qui m'a dit bon, écoute, tu vas faire 10 km marche dans une semaine. Si c'est comme ça, bon, je veux le faire. Et un an après, pour conclure l'histoire, un an après d'avoir appliqué un entraînement déjà un peu plus carré, déjà en disposant de chaussures à peu près correctes, en s'entraînant dans les conditions qui ressemblaient aux conditions d'entraînement athlétique. Je suis devenu champion de Pologne et j'ai fait 48 minutes en championnat de Pologne et après c'était 46 minutes un mois après dans un meeting à Varsovie. Et 2 ans après, j'ai commencé à représenter mon pays. J'ai eu ma propre qualification internationale. Alors c'était assez rapide. Je répète très souvent parce que j'ai fait pas mal d'interventions dans les entreprises. J'ai fait un peu de coaching aussi, de mentoring. Et parfois les gens qui embauchent les jeunes, ils sont mécontents, ou ils s'énervent, ou ils essayent de les mépriser, ou ils tentent de les mépriser parce que, ces gens-là les embêtent tout simplement des manques de compétences totales. Ouais. Première mission échouée, pour ne pas dire bâclée. Voilà. Mais c'était un peu mon cas au championnat de Pologne. Mais ce qui compte, c'est l'ardeur, c'est l'attitude, c'est la tête ouverte, c'est la volonté d'aller plus loin et c'est le désir de découvrir. Ouais. Et heureusement, mes premiers chefs dans le sport, ils ont vu plutôt ce côté-là et pas le manque de compétences. Et c'est pourquoi je suis devenu champion Pologne et après la personne que je suis quelques années après. J'aurais pu être rejeté, tu vois, comme une pierre, comme ça, inutile. Bon, dernier, désolé. Mais non, ils m'ont envoyé tout de suite dans un stage de vacances avec l'option entraînement à la mer Noire. Je suis jamais allé avec mes parents avant à la mer, ni nager dans la mer chaude, dans les circonstances vacances, la Riviera roumaine. Bon, c'est un endroit particulièrement joli, près de la frontière bulgare. Pour moi, c'était une récompense incroyable. Peu importe si on voyageait en bus pendant 3 jours, peu importe. Et je voulais faire partie de ce monde, je voulais appartenir au groupe d'athlètes, apprendre et aussi contribuer à ces groupes. Non seulement apprendre, mais aussi donner quelque chose de moi-même. Et ça a marché. En 85, première fois, quelqu'un m'a déclaré champion. Je suis monté au podium, champion de Pologne moins 18, junior 1. Et voilà. Et j'ai vu quelque chose d'intéressant que tu dis par rapport à cette victoire, que en fait, en termes d'émotion, elle a été presque aussi forte que certaines des victoires plus tard dans ta carrière. La satisfaction de gagner les championnats de Pologne. Oui, oui, tout à fait, parce que tu vois, il faut mesurer nos plans, nos cibles par rapport à notre potentiel actuel, et aussi ce qui est, bon, réaliste, ce qui est proche de nos rêves, Oui. mais
ce qui est abordable. Et pour moi, le comble de mes rêves, à l'époque, c'était de devenir champion de Pologne. Alors, ma compétence correspondait à être au plus haut champion de Pologne. J'ai même pas rêvé d'être qualifié à l'équipe de Pologne, mais gagner les championnats de Pologne, c'était quelque chose d'unique. C'est vrai, la joie, l'accomplissement et le comble, c'était presque égal à celui des victoires olympiques au mondial. Avant tes victoires olympiques et mondiales, tu as eu certains championnats internationaux qui se sont pas très bien passés, où tu as notamment été disqualifié. Barcelone 92 et Stuttgart 93. Tu as dit à l'époque, ou en tout cas pour parler de ce moment-là, que tu n'étais pas encore assez mature pour être champion olympique à l'époque. Tu parles de la maturité technique ou de l'approche mentale? Les deux, absolument les deux, hein. Déjà dans l'approche mentale, pour moi, les premiers JO, c'était une grande compétition dont je me suis qualifié, préparé, je méritais, mais intellectuellement ni émotionnellement, je ne me suis pas intégré avec cette compétition. Ok. C'était juste une distance de 50 km au plus haut niveau, mais c'était pas l'événement de ma vie. C'est difficile de comprendre peut-être parce que normalement, première qualification aux Jeux Olympiques, c'est l'événement unique dans la vie. Mais et moi je me suis réjoui comme les autres. Mais j'ai pas encore appris, j'ai pas découvert à cette époque-là comment devenir maître de mon monde, maître de l'enjeu. Et je pense que à cette époque, j'ai pas encore appris comment maîtriser la situation, comment être les protagonistes premiers de mon histoire, tout en respectant mes rivaux, mais vraiment gérer la situation, voir autour de moi, entendre les voix dont on n'entend pas sans une hyper concentration, c'était pas encore à ma portée. Et autre chose, c'était la compétence technique, Oui. évidemment. Mais c'était secondaire quand même, la compétence technique. Parce que la compétence technique, c'est aussi l'expression intellectuelle de geste, ou plutôt l'expression gestuelle de l'intellect. Oui. Voilà, Oui. voilà, c'est ça. Et j'ai mis un certain temps avant d'apprendre l'intégralité de la montée et de mon corps. Évidemment, j'ai passé un grand pas en gagnant les JO d'Atlanta. Oui. Mais pour les JO d'Atlanta, j'étais déjà préparé sur tous les niveaux. Logistique, géographique, physiologique. Et aussi, j'ai fait mes visualisations. Pratiquement, j'allais à Atlanta comme si j'allais chez moi. Ok. Première fois, j'entrais dans le rôle de maître de la situation. C'était chez moi à Atlanta. C'était mon circuit, c'était mes conditions, c'était mes routines avant compétition. C'était tout à fait chez moi. Même le village d'athlètes, je l'ai connu un an avant, alors c'était chez moi. Les centres d'entraînement où j'ai passé mon adaptation avec tous les chemins d'entraînement, c'était encore chez moi. Très important parce que mon pote qui a gagné la médaille d'argent contre Charles Austin, Arthur Parteka, on était vraiment... c'est drôle parce qu'il mesurait presque 2 mètres, moi 1,70 m, mais on était tout à fait jumelés. On vivait toujours dans les chambres voisines, on empruntait les mêmes chemins et on avait la même mentalité des professionnels. Mais j'ai réalisé seulement 4 ans après comment s'est fait cette union de l'esprit du corps grâce à un petit bouquin que j'ai eu à travers de mon physio qui était psychologue amateur. Ok. L'histoire de Jonathan Mouette, écrit par l'ancien aviateur américain. C'était une allégorie de la perfection du vol. Et une fois que j'ai compris que voler techniquement, voire marcher techniquement, ça peut m'aider pour arriver à un certain niveau de maestria, avoir une meilleure cadence, une meilleure ergonomie. Mais le mot-clé, c'était entrer dans une autre dimension. C'était franchir le cap d'un autre monde. Alors, tous les mouettes, tous les marcheurs, tous les coureurs, ils peuvent courir de la même façon. Mais c'est seulement celui qui est capable de découvrir la dimension désirée, qui est capable de se projeter mentalement dans cette dimension, il serait capable de faire l'union du corps et de l'esprit. Et pour moi, c'était tellement logique avant Sydney que j'ai osé viser les deux distances au niveau hors. Mais c'est pourquoi je me réfère à la maturité. Un athlète, c'est toujours la même personne, mais c'est pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est le même corps, c'est la même chair, Ouais. mais c'est pas vraiment le même personnage. Même si c'est la même personne, c'est pas le même personnage. On change, on évolue, Ouais. on apprend, on évolue, on se dégrade, et ça dépend. C'est pas la même circonstance, c'est pas le même environnement aussi technologique.
Il faut avancer. Oui. Et pour fermer la parenthèse, pour moi, Athènes, c'était à la recherche de la perfection, tout en disposant de mes données de l'union d'esprit et corps, et tout en aussi tentant d'être maître pour ceux qui me suivaient. Oui. Alors, j'ai créé un petit cercle des athlètes autour de moi, d'ailleurs un cercle international. Ça m'a donné vraiment autant d'air, parce que j'ai non seulement répété ce que j'ai fait, j'avais mes élèves, c'était la relève, peu importe même de pays. En France, Irlande, en Pologne, il y avait même un pote russe, australien. C'était une belle histoire et ça me portait. J'avais 35, 36 ans, mais dans mon esprit, je me sentais aussi jeune comme mes élèves, qui étaient 10, 12 ans plus jeunes. Mhm. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans le stade olympique en sachant que quelques instants plus tard, on va devenir champion olympique? Le moment où on arrive dans le stade, où le public acclame, se met debout, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est une joie contrôlée. Parce qu'il y a deux phases. C'est anodin, parce que c'est juste 100 mètres. Mais à la marche, je pense que dans toutes les disciplines, on a aussi le cas de cyclisme. Des champions qui se réjouissaient déjà traverser la ligne en premier. Après, celui qui était apparemment dernier, il gagnait la course. Hein. Alors, c'est la joie et le contrôle total de la situation pour arriver à la ligne d'arrivée d'ailleurs. Vraiment premier, pour être gagnant. Ouais. Et ces 30, 40 secondes sur le stade, c'est comme si on était un volcan qui se préparait à l'éruption. Et puis, c'est carrément l'éruption. C'est les émotions. Et crois-moi, on ne pense pas de l'histoire. On a la moindre idée des statistiques, de marquer un pas. Non. On hurle de la joie, on hurle d'émotion. On veut s'exprimer au plus fort possible. Parfois, on pleure, on fait des gestes. Voilà, on fait des gestes. Et après, bon, il y a très souvent les tours d'honneur. Et c'est le moment aussi quand ça vient de la tête. Bon, ce que j'ai fait, j'ai mon drapeau, je vois les gens. Petit à petit, les choses commencent à se mettre sur place. Mais ce qui est phénoménal, dans l'athlète, pratiquement maintenant, on donne des répliques de médailles Oui. sur le stade. Oui, tout de suite. Mais dans l'athlète, il fallait encore, la cérémonie, elle a lieu après, mais bon, il y a quand même un substitut de la cérémonie. Mais il fallait après être digne de montrer au podium, de se préparer à nouveau, et réaliser mentalement et d'être digne de représenter soi-même la nation, les supporters, l'idée olympique, le fair play. Et c'est génial. On peut passer de ce stade des hurlements, des gestes un peu sauvages au moment de la bénédiction. Parce que la cérémonie de la remise des médailles, c'est une sorte de sacrement pour les athlètes. Et ça n'a rien à voir avec une telle ou l'autre église. Oui. Mais c'est toujours dans le sport antique, dans le sport moderne, celui qui monte au podium, il est supérieur. Il est plus proche des cieux. Alors, il est spécial. C'est seulement à ce moment-là, on réalise. C'est vrai encore, très souvent, il y a les images sur les écrans. Et on regarde la personne sur l'écran comme si c'était une autre personne. Et on essaye de faire l'union, encore, le corps, l'esprit, l'image. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vraiment moi. Et petit à petit, on entre à nouveau dans sa peau. Oui, et tout se met ensemble. Évidemment, après, il y a les moments, très souvent aussi, on déprime, parce que les mondes médiatiques, les fans, nous déchirent en morceaux. Il est très difficile de préserver cette intégralité tout en étant l'idole des masses. Oui. Alors, on désirait être sacré, presque intouchable, mais finalement, on devient un peu peluche des masses. Et ça c'est le moment dont je vivais avec beaucoup de distance vis-à-vis moi-même, parce que je savais qu'il faut traverser cette phase. J'adore les gens, je respecte mes fans, mais parfois je me sentais un peu objectivisé, être tout simplement utile pour donner quelque chose à quelqu'un et sans retour de l'esprit vis-à-vis de moi-même. Et bon, il faut après à nouveau retourner à l'unité, se retrouver en personne, dans un petit coin, tranquille, en famille, entre les amis, aller dans son coin préféré d'entraînement, des vacances, et se reconstituer physiquement et mentalement. Un sportif doit traverser toutes ces phases. Chaque phase, elle est importante aussi. Parce que, bon, il faut rendre aux fans. Il faut savoir. Mais il faut aussi se dire que, bon, écoutez,
mes chers fans, si vous voulez profiter de moi, fichez-moi la paix. Ouais. Un petit moment, s'il vous plaît. C'est tout. Alors, au fur et à mesure, j'ai appris à dire non. Non avec un sourire, un non positif. Bon, vous me permettez que je vous dise non. Et si on pose la question comme ça, en général, on permet. Et c'est pour ça que tu as voulu venir en France et pour être peut-être un peu moins sollicité qu'en Pologne? Ah oui, c'était complètement un changement d'échelle. Parce qu'en France, dans mon coin, à Tourcoing, une ville de presque 100 000 habitants, j'étais dans mon entourage presque familial. C'était pas une plaque tournante avec tous les médias et avec aussi tous les fans qui traversaient Varsovie, Cracovie, des grandes villes, ni les autorités politiques qui faisaient toujours l'appel aux sportifs à un moment donné. Il y a toujours des élections, il y a toujours des trucs à ouvrir, des gymnases, des écoles, il y a plein de choses. Et à Tourcoing, j'avais ma petite popularité, j'étais bien reconnu, j'étais vraiment bien placé au niveau de la société locale, mais les gens, ils respectaient mes horaires, les gens respectaient mes entraînements, les entraînements dont je m'y suis entraîné, et aussi les entraînements que je donnais aux enfants des Tourcoing. Parce Mhm. que 2, 3 fois par semaine au moins, je m'échangeais en entraîneur des gosses. Et c'était une communion totale d'esprit, de fonction. Et j'adorais mes fugues vers le nord. Quand la situation devenait très tendue en Pologne, 2 heures de vol et voilà, les bons changeaient. Non, c'était génial. Je trouve que c'était aussi l'un des secrets de ma longévité sportive. Ok. Souvent, t'enlevais tes lunettes au moment de rentrer dans le stade. Mhm. C'était par respect pour le public. Ouais, Ok. ouais. Parce que, tu vois, un regard, c'est très personnel. Ouais. Même s'il y a 80 000 paires de yeux, je pense que chacun a droit à me regarder et entrer en contact visuel avec moi. C'était par respect. Ok. C'était pas la pub des lunettes, parce que sinon, c'est comme si tu te mets à table avec quelqu'un. En général, tu tentes de ne pas rester en lunettes Le solaires, soleil. Ouais. de Oui. soleil. Ouais, et c'était pareil. Comment tu décidais si tu tentais le doublé 20-50 ou si tu faisais que l'une des deux distances? C'était stratégique en Hmm. préparation. Alors, à mes débuts, le 20 km, parce que je me suis qualifié premièrement à Barcelone sur 50 km. Sur 20 km, j'étais sur la liste, disons, à mes débuts, top 20, top 15. Alors, c'était une prise de contact, prise de repère sur le chemin, un test. Ok. À Barcelone, c'était un test. J'avais pas vraiment l'objectif sportif sur 20 km. À Atlanta, je n'excluais pas d'entrer dans la grande finale, top 8, mais aussi tout en sachant les conditions climatiques, le temps de l'arrivée aux États-Unis, le temps d'adaptation. Je savais que sur 20 km, je ne serais pas encore au top de mes possibilités. Ok. Quoique, c'était aussi important de visualiser en geste, et, oui, en idée, de me présenter l'idée de faire la compétition sur 50 km. C'était encore plus une question de préparation pour 50 km. Parce que je savais que j'étais capable de faire un top 8. Garantir, je sais que ça paraît un peu minimiste, mais garantir le minimum de mon plan olympique. Mhm. Alors, pour prendre le risque après sur 50 km, technique, physiologique, quelconque, je voulais avoir le minimum, être Ouais. classifié sur 20 km. C'était ma carte forte avant 50 km. Mais à Sydney, c'était tout à fait différent. Avant Sydney, j'ai analysé les années précédentes. Mon niveau, d'ailleurs, c'était mon idée, mon idée fixe après Atlanta, de préparer un peu en cachette, pas en cachette, mais je n'ai jamais déclaré de vouloir devenir champion olympique de 20 km. Ok. Alors, j'ai endormi un peu mes rivaux. Ils me voyaient faire la compétition sur 20 km, mais jamais trop au sérieux. Quoique je finissais quand même top 2, j'ai gagné la Coupe d'Europe, bon, j'étais pas mauvais. Et l'année olympique en particulier, j'étais déjà si bien préparé que absolument en étant le roi de la situation, j'ai gagné la Coupe d'Europe à Eisenhüttenstadt dans une compétition, dans les conditions climatiques terribles. On a pris le départ à 2 heures d'après-midi en juin et j'ai fait 1h18 31,
totalement contrôlant la situation. Je me suis dit, si pas cette année, jamais. Oui. Et je m'imagine de contrôler les 10 distances. Mais il fallait aussi suivre la préparation spécifique et ne pas se tromper en alternant les deux. Hein. Maintenant, ça paraît un peu moins évident parce qu'avec 20-35 km, les distances sont très, très approchées. Oui. Mais 20-50 km, c'est vraiment une autre histoire. Et encore, on n'avait pas vraiment les réponses claires si je serais capable de me régénérer, récupérer en 7 jours. Mm. Et être vraiment au niveau 100% de la compétitivité, tout en sachant qu'en Australie, il peut faire très chaud. Mais c'était un coup de poker. Je me suis dit, bon, je prépare les deux distances m'intéressent. Et encore, pour revenir aussi à la question mentale, environ 2 semaines avant les JO, j'ai noté dans mon agenda, gagner sous la date de 20 km. Je voulais écrire un médaille, oui, podium. Et je me suis dit, non, podium, c'est toujours un deuxième, troisième. Non, mais je suis préparé pour gagner. Ça ne voulait pas dire que jamais j'accepterai une autre position. Mais j'étais persuadé d'être préparé pour gagner. Oui. Sans hésitation, j'écris sur la date de 29 septembre, gagner. Bon, là, je n'ai pas hésité sur 50 km. Et c'était stratégiquement justifié. Toute la saison 2000, elle était orientée vers ces deux distances. Et d'ailleurs, les deux saisons précédentes, elle menait vers cette décision. Et pourquoi une distance à Athènes? Parce que j'étais trop vieux. Et j'ai constaté que j'ai besoin d'une journée supplémentaire de récupération après 20 km. Okay. Et avant mes 35 ans, je pouvais faire les 20 km chaque semaine pendant un certain temps. 3, 4, 20 km d'affilée. Et puis, je me suis dit non. Mais finalement, je suis à 100% seulement 8e, 9e jour. Je peux marcher aussi vite, mais pas aussi fréquemment. Ouais. Et c'est pourquoi je dis à Athènes, non, une distance, c'est tout. Mais pour prouver mon niveau et ma compétitivité sur 20 km, le 2 mai 2004, j'ai encore fait une deuxième place à la Coupe mondiale en perdant seulement avec la légende de 20 km, Jefferson Perez. Alors à mes 36 ans, j'ai eu encore la médaille mondiale d'argent sur 20 km. Et c'était justifié parce que Jefferson Perez, à l'époque, c'était le meilleur. Mais Jefferson Perez, il voulait faire les deux distances à Athènes, il s'est planté. Il a fait deuxième sur 20, et si je me souviens bien, 16e sur 50. C'est Ivano Brunati qui a gagné le 20 km. Okay. Pas mal de marcheurs ont tenté de doubler au plus haut niveau, mais je pense que j'ai pris la décision à l'âge idéal pour prendre cette décision. Et aussi, c'était non seulement la question de mon désir, mais c'était très bien étudié. Tout a été bien étudié. On pense à quoi pendant un 50 km? Chrono, ravitaillement, l'avantage. Donc seulement la compétition. L'esprit s'égare pas à penser à d'autres choses. Non. Non. On écoute les rivaux, comment ils respirent, les sons de leurs pieds. Parce que si ça tape, ça veut dire qu'ils sont moins économiques. C'est le signe de fatigue. On est soi-même le synonyme de la compétition. Tout est en compétition. Tous les récepteurs sont orientés vers la compétition. C'est parce que le cerveau, il est aussi centré sur la compétition. Il analyse le rythme et c'est tout. Hein. Il n'a pas besoin de s'orienter vers autre monde. Non. Une fois que la pensée commence à diverger, c'est perdu. Hein. On est dehors. C'est pourquoi les gens bien centrés sur soi, ils ne réalisent pas d'avoir une fracture de fatigue ou des blessures saignantes. On ne réalise pas parce que c'est bloqué. Ouais. On est orienté vers la compétition. Parmi les milliers de gens qui sont sur le circuit, on entend 3-4 voix qui sont adressées à nous personnellement. Coach, physio, personne au tableau de disqualification ou au chrono. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est Yoann Diniz que j'ai entendu dire dans une interview que, à l'époque où il s'entraînait, tout ça, il avait souvent des gens qui se moquaient. Le geste de la marche est moins fréquent. On voit des gens qui courent, ça, on voit tout le temps des gens qui courent. Bon, les gamins dans le parc de Colombes, j'étais à l'entraînement avec mon pote Christian Couturier. Ils disent, l'un à l'autre, ils disent, non, il rigole pas, c'est pas sa faute. Il marche comme ça, c'est tout. Hein. Tu l'as beaucoup vécu, ça? Oui et non. C'était encore début des années 80. Déjà, les gens qui traversaient les villages en running, c'était pas commun. Ouais.
Alors, on était autant extraterrestres en marchant Hmm. qu'en courant. Et non, j'ai jamais vraiment eu un problème majeur parce que assez tôt, je suis devenu champion. Et plutôt, j'ai profité de la femme locale des champions. Ouais. Même dans les quartiers, je dirais, difficiles ou chauds en France, j'osais de marcher comme ça en running, hein. Et plutôt en évoquant respect que la rage ou réaction négative. Parce que j'essayais de communiquer avec ces gens-là. Dire bonjour, bon, j'étais leur voisin. Ouais. Je voulais pas me fâcher s'ils disaient quelque chose qui n'était pas agréable. Non, mais en général, ils devenaient, à la deuxième approche, mes copains. Ouais. Puis il devait voir la vitesse aussi quand même, que tu marchais à une allure. C'était la vitesse, oui, je disais, bon, c'est mon travail, c'est comme ça, bon, et c'est tout. Et parfois, ce qui était le plus marrant, c'est quand les gens, ils me connaissaient du nom, de statut, mais ils connaissaient pas de visage. Mhm. Ils me racontaient les histoires sur Robert Kozeniowski. Ah, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Quand il s'entraînait là, ah bon, quand il venait, ah oui, oui, ah bon, et bon, écoute, allez, va plus vite parce que bon, il y a Kozelewski derrière, hein, et attention, attention, et il t'approche. Bon, c'était drôle. Tu courais aussi parfois à l'entraînement? Pas beaucoup. Tout au début, oui, parce que bon, l'athlétisme, bon, l'endurance, on la découvre à travers de la course, la marche, et on mixe un peu. Oui. Mais plus je m'engageais en marche, moins je courais. C'était un peu la façon de se préparer un peu forcée. La course à pied dans la montagne. En hiver, on courait beaucoup dans la montagne en Pologne. Pourquoi forcer? Parce on n'avait pas de sous pour aller dans le sud de l'Europe. Et on trouvait cette idée, bon, parce qu'il est hiver, il faut s'entraîner dans la montagne. Ok. Mais bon, alors j'ai pas mal couru dans la montagne avant d'être compétitif à nouveau à partir du mois de mai, quand mes collègues du sud de l'Europe, ils terminent déjà la première partie de la saison. Ok. Mais après, quand j'ai découvert à l'âge de quoi, de 22 ans, 21 ans, les avantages de m'entraîner en Portugal, en Espagne, ça a tout changé. J'étais plus forcé à courir. Et d'ailleurs, je me blessais assez souvent à cause de la course. Ok. Parce que, bon, le corps préparé à marcher, il n'a pas le même geste ou les muscles ne protègent pas de la même façon les genoux. C'est pas pareil. Hmm. Ou course dans la montagne, mais surtout sur les descentes, c'est dangereux. Physiquement, c'est dangereux, tout simplement. Et après, bon, je dirais que au moins mes derniers 15, 14 ans de ma carrière sportive, c'est presque zéro course. C'était juste un footing avant la muscule, mais honnêtement, le footing, ça me dirait pas grand-chose, hein. Ça me disait pas grand-chose. Je préférais marcher 6-8 km au lieu de courir. Et après, bon, une petite anecdote, pourquoi je me suis lancé à courir le marathon? Parce que mes collègues en Pologne, ils avaient marre de m'accompagner en courant quand je marchais, parce que les gens, ils se moquaient d'eux. Hmm. Ils disent, bon, sois gentil, soyons copains. Quand tu vas au parc avec nous, ne marche plus, mets-toi à courir et fais avec nous un bon marathon mondial. Et c'est comme ça, on s'est retrouvé un jour au marathon de Paris, après on a fait New York, Boston, etc. Tu penses quoi de la suppression du 50 km? C'est bien dommage. Oui, mais c'est l'évolution de l'athlète. Pour le moment, je suis content que la marche restait parmi les disciplines olympiques, qui n'est pas facile. Tu penses que à plus ou moins long terme, ça va disparaître? Il y a un risque fort, peu importe les trends mondiaux, parce que la marche au niveau populaire, elle prend l'essor. Hmm. Il y a des millions qui marchent pour la santé. La marche, c'est vraiment un moyen de locomotion du 21e siècle. Mais dans l'athlète, on veut être à l'avance en modifiant l'athlétisme et à la fois on est en retard par rapport au trend. Je trouve que l'évolution qu'on connaît maintenant, bon, en se limitant en 20 km, ça va, mais j'aurais préféré, et j'étais toujours partisan des distances qui basaient sur marathon. Alors la marche intégrée avec les grands marathons et la marche qui s'expliquerait mieux comme la distance et le chrono Ouais. en comparaison avec le marathon en course à pied. Et c'est pareil, au lieu de 20 km, j'aurais fait 21 km 100 mètres. Rien que pour comparer, écoute, un marcheur professionnel, il le fait en 1h19, voilà, ou 1h20. Non, 1h22 plutôt, 22, 21.
Alors que pour un coureur à pied, c'est une perf qui fait rêver hein, pas mal de monde, qui évoque respect. Et pareil, maintenant, bon, à Paris, on aura le relais qui est basé sur la distance de marathon, sauf que, et moi je le dis clairement, il y a une petite erreur que le relais, il est divisé d'une manière un peu incompréhensible pour moi. Mhm. C'est des 10 km et demi, et c'est très irrégulier. Alors j'aurais préféré trois morceaux de 10 km, un de 12-200. Comme on fait en équidène, on fait des fractions de 5 km et 10 km, il y a une fraction de 7 km 200. Je pense que le futur de la marche, c'est le système électronique de contrôle de contact. C'est très avancé, la recherche. Et Mhm. moi, je serais promis à faire revenir la marche sur la piste avec ce système de contrôle pour ouvrir la marche aux distances de 1500 mètres pour les gamins, faire 5000 dans les meetings, ou même dans les grands championnats. Ouais. Parce que l'athlète, c'est la piste. Il faut aller sur route, évidemment, mais le cœur de l'athlète bat au milieu du stade. Ouais. Je suis très content que l'arrivée de championnat d'Europe à Rome aura lieu au stade olympique, enfin. Ouais. Mais je pense que les disciplines comme marathon, marche sont de plus en plus marginalisées dans l'athlète. En étant organisées dans les grandes villes, dans les belles endroits, quoique en Oregon, c'était en plein champ. Mais je pense que l'intégration à l'athlétisme se fera à travers de la piste. Et j'ignore le futur de la marche, mais je crois beaucoup en raison de l'existence de la marche sportive en tant que la discipline athlétique et encore plus en tant que l'activité qui est l'émanation de cette discipline athlétique vers la vie de tout le monde. J'ai vu que tu avais une fondation et que tu essayais vraiment de promouvoir la marche et l'activité physique. C'est ce que je fais. Hein. J'ai la fondation qui gère un projet qui s'appelle RK Athletics. Alors, c'est un club d'athlètes où on entraîne les jeunes dans toutes les disciplines athlétiques, mais notamment dans la marche. Très récemment, il y a 2 jours, hein, avec les gamins de 12-13 ans, on est allé dans un centre olympique à Spawa et ils ont fait une compétition de rêve. Hein. Ils ont marché 1000 mètres parmi d'autres athlètes qui faisaient les haies, qui sautaient la longueur. C'est ça l'intégration de la marche. Oui. Mais dans ma fondation, c'est tout, comme je dis, c'est toutes les disciplines athlétiques. Il y a des coureurs, il y a des sauteurs, des sprinteurs, mais aussi il y a l'intégration des familles. Parce que je crois beaucoup que le modèle idéal, c'est comme toute la famille s'intéresse au sport, où encore un rêve, c'est que toute la famille soit engagée dans le sport activement. Alors chez nous, une grande partie des parents s'entraînent à la course à pied ou à la marche. Alors toute la famille vit ce rêve. On fait pas mal d'actions aussi à travers de ma fondation. On mène les actions de prévention contre la bolériose. Bolériose, c'est la maladie injectée par les insectes dans la forêt. C'est très grave parce que quand tu vas t'entraîner dans la forêt, tu peux te faire piquer par l'insecte et finalement qui te transmet une maladie très grave. En étant évidemment, tout en étant voisin de l'Ukraine, on est engagé dans l'aide aux sportifs ukrainiens. Dans deux sens, il y a le modèle de les intégrer dans nos clubs, et notamment l'entraîneur qui gère maintenant le groupe de jeunes, c'est une fille de Donetsk qui est Ok. venu à travers de Kiev, Lviv, chez nous. C'est l'ancien champion de l'Ukraine. Mais aussi, on a notre club presque jumelé. On n'a pas jumelage officiel, mais on coopère en Ukraine. Figure-toi que pendant la guerre, ils ont fini la construction du stade. Ils ont une piste d'athlètes. Je suis allé c'était en août, juste avant un championnat de Budapest, donner mon entraînement là-bas. On a fait toute une classe d'athlétisme. On les équipe en équipement basique. Les starting blocks, tu vois, on fait un peu de tout. Et notre rêve, c'est organiser le jour de la paix, un meeting à la frontière, chez eux, Mhm. un meeting de la paix. Et entre-temps, former les entraîneurs pour qu'ils puissent les entraîner en Ukraine. On organise aussi les stages d'entraînement ensemble. C'est très important pour nous et voilà. Et on organise les meetings. Bon, la fondation, elle est basée sur le sport.
Okay. Et la propagation des sports. Et la marche, évidemment, on a créé aussi un autre projet des Walking Lovers avec ma femme, avec des amoureux de la marche. Et je crois beaucoup en ce projet. Et je pense que nous, en tant que les athlètes de haut niveau, des professionnels, nous sommes presque en obligation de créer un monde meilleur en donnant le mieux de nous-mêmes. Et le mieux de moi-même, c'est la marche dans le sens pur. Il me reste 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire à des enfants à qui on dit qu'ils peuvent pas faire de sport? Je sais pas s'il y a encore des médecins qui vraiment disent ça maintenant ou s'il est... Voilà, justement, je cherche la bonne raison. Parce que s'il y a même des médecins, ils le disent temporairement. Oui, Parce que dans la médecine moderne, pratiquement chaque maladie a quand même une activité recommandée. oui. Oui, les médecins ont compris que le sport, le mouvement aide maintenant. Voilà. Et à mon avis, ce que éventuellement j'aurais pu dire à cet enfant, c'est trouver un copain qui voudrait jouer avec toi et ne pense pas de devenir sportif, ne cherche pas le club, cherche copains qui veulent faire du sport. Parce que c'est pas les structures, c'est pas les profs, c'est pas les coachs qui nous forment. Si, ils nous forment évidemment structurellement, mais l'émotion et le désir de pratiquer et aussi cette activité basique, elle s'est faite à travers des amis. Oui. Si on a un environnement propice à faire du sport, à jouer au ballon, toi même dans la maison. Évidemment, l'enfant, il est interdit au sport où il a un problème physique, mais rien n'empêche de trouver un ballon en mousse et marquer le goal contre la porte, entre deux arbres. Il ne faut pas confondre sport de haut niveau avec l'activité qui donne de la joie, autant de joie que le sport de haut niveau. C'est vrai. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Le monde entier peut faire de l'athlé. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? C'est la diversité. C'est la diversité et accessibilité. Dans l'athlé, il y a des disciplines qui sont très sophistiquées, notamment la perche, les haies, Oui. distance, hauteur. Ouais. Mais il y a des distances basiques, sprint, endurance, marche, qui peuvent être pratiquées partout. Peu importe le budget parental, Oui. peu importe l'attitude géographique, on peut s'y retrouver. Et encore, dans l'athlé, il y a de la place pour les grands, pour les petits, pour les maigres, pour les forts, pour tout le monde. Ouais. Alors, l'athlé, c'est le sport. C'était pas ton premier sport, mais au final... Et justement, je suis devenu athlète parce que j'ai cherché un environnement multisport qui pourrait me donner la réponse où je pourrais aller et comment je pourrais aller. Et finalement, j'y suis resté dans l'athlète en trouvant la marche, ou c'est la marche qui m'a trouvé plutôt. Et voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, un grand merci, Mathilde. Merci à toi. Je t'ai dit en t'invitant que j'étais du Nord et que j'étais aussi contente de t'inviter. Tu représentais la Pologne, mais un petit peu aussi le Nord. Donc, Ah oui, mais absolument. Mais je suis polonais et nordiste. Pour moi, les franco-polonais, ça veut dire nordico-franco-polonais. très bien. Non, parce que ce côté nordiste, il est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci Robert d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir dans ce projet. Parlez du podcast autour de vous et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Je sais que je vous le dis chaque semaine, mais c'est vraiment ça qui m'aidera à faire grimper le podcast dans les classements. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Même en donnant 2 €, vous contribuerez aux prochains épisodes et vous me donnerez l'énergie de poursuivre cette folle aventure. Merci et à la semaine prochaine.